archeoff.radio.tv, le live continue avec les entretiens d'Emmaüs. Liberté de dire, devoir d'agir. Thierry Kuhn et Louis Plenel, c'est à vous. Merci. J'ai le plaisir d'accueillir Edoui Plenel, qui est en direct avec nous, qui malheureusement, puis on comprend, vu les circonstances, vu le contexte sanitaire, n'a pas pu être physiquement avec nous, mais ce n'est que partie remise. C'est un grand plaisir, Edoui, de t'accueillir à Emmaüs, pour le coup, à Emmaüs Mundo en particulier. C'est pas la première fois qu'on fait des choses ensemble, qu'on mène des actions ensemble. Je suis venu plusieurs fois à Mediapart, tu es venu plusieurs fois, en particulier au Salon National Emmaüs en 2018, il me semble, quand on avait organisé le Salon du livre militant. Et tu avais animé un certain nombre de débats autour déjà des questions de transition écologique et solidaire. Donc encore une fois, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Non, merci bonsoir à toutes et tous. Et je suis vraiment désolé c'est pas seulement les raisons sanitaires, c'est le travail. Je suis là dans les locaux de Mediapart et il y a toutes sortes d'urgences dans un moment comme celui-ci, et y compris sur les sujets dont on va parler. Mais je voulais dire que c'est pour moi un honneur à chaque fois que avec Thierry il m'a convié avec Emmaüs et comment dire, pour moi, c'est un symbole de dignité, de résistance, de personnes qui font front, qui font face, qui se tiennent droit, alors qu'il y a tant de raisons d'être accablés et d'être rattrapés par la catastrophe qui est autour de nous, catastrophe sociale, catastrophe démocratique, écologique, à tout point de vue. Donc voilà, nous, on fait un journalisme qui est dans la société, qui est en lien avec la société. Mediapart, ça veut dire média participatif. Et j'ai en effet un grand souvenir de ce marathon des livres, car je crois que tu m'avais fait animer presque 5 débats à l'affilée, hein, et c'était vraiment très, très sympathique. Et voilà, donc désolé de ne pas être là parce que j'en aurais profité pour rencontrer des salariés d'Emmaüs. Et, voilà. Et par ailleurs, vous parliez tout à l'heure de la maison d'arrêt de Strasbourg. M'est arrivé d'y aller 2 fois à l'occasion d'autres rencontres que je faisais à Strasbourg et de rencontrer les personnes qui y sont détenues et ce sont aussi des souvenirs importants. Très bien. Eh ben, écoute, alors là, pour le coup, l'invitation est double. On essaiera de faire quelque chose à la maison d'arrêt de Strasbourg ou au centre de détention d'Ormingen où on est très présent. Emmaüs Mundo a créé en particulier le premier chantier d'insertion en détention qui est aujourd'hui reconnu par le ministère de la Justice, par le ministère du Travail et qui va être amené le modèle va être amené à essaimer ailleurs en France. Donc, très bien. On s'était en particulier rencontrés en 2017 pour les 10 ans du décès de l'abbé Pierre. Nous avions lancé le meeting de la société civile avec beaucoup d'associations, avec beaucoup de personnalités et puis d'acteurs de la société civile à la fois. Et puis notre souci, c'était peut-être un peu avant l'heure de réunir les associations de lutte pour l'environnement, pour l'écologie, des associations de solidarité, des associations de lutte contre les discriminations, contre toutes les discriminations autour d'un sujet. Nous avions appelé ça, cet appel qui avait été publié d'ailleurs sur Mediapart. Nous sommes le monde de demain. Nous portons en nous, par nos actions, le monde de demain. Nos actions sont des actions de transformation sociale. Et en particulier, nous avions dit à l'époque que nous continuerons à accueillir, nous continuerons à développer des initiatives, nous continuerons aussi à interpeller et nous continuerons à rassembler toutes celles et ceux qui fabriquent dès à présent des solutions de demain. J'arrive pas bien à lire. Nous nous déclarons responsables de notre communauté de destin. Je sais que ces sujets-là sont importants pour Mediapart. Responsables de l'héritage que nous laisserons à nos enfants. Nous sommes les artisans d'une nouvelle forme de radicalité, une radicalité humaniste et fraternelle. Ensemble, nous décrétons, c'était en 2017, en pleine campagne électorale, nous décrétons l'état d'urgence sociale, écologique et solidaire. Ensemble, nous sommes déjà le monde de demain.
Alors, Mediapart y contribue largement, on y reviendra, à cette construction aussi d'un autre monde. Et on voit bien, et tu l'as rappelé, les limites du modèle actuel, les limites de ce modèle qui prône la concurrence, la compétition de tous contre tous, l'individualisme contre lequel on essaie de se battre. Et on voit bien que les citoyens se bougent, ils font des choses, ils sont actifs, ils développent des initiatives un petit peu partout sur le territoire. Mais pour pouvoir agir, et c'est un peu le thème de ce week-end, pour pouvoir agir, il faut aussi que nous soyons des citoyens éclairés. On s'était posé la question la semaine dernière, c'est quoi un citoyen éclairé? Et pour être éclairé, de quoi avons-nous besoin? Je te renvoie la question pour le coup. Oui, c'est formidable que tu rappelles cet appel dont vous aviez eu l'initiative. Parce que pour moi, c'est par rapport aux bientôt 4 années qui nous séparent de cet appel. Cet appel était prophétique. Quand il y a eu fin 2018 les Gilets jaunes qui disaient fin du mois, fin du monde, c'est pour nous le même combat, avec Alternativa à leur côté, avec Cyril Dion qui était un des signataires de cet appel, puisque Demain c'était aussi le titre de son film. Ça nous renvoie à toutes les occasions manquées depuis 3 ans et demi et de notre sidération devant ce qui se passe. Car la situation dans laquelle a été lancé cet appel était un moment de chamboule-tout politique, électoral, d'où est née cette présidence Emmanuel Macron inattendue. Et si je ne me trompe, d'ailleurs, Nicolas Hulot avait signé cet appel et il s'est retrouvé au gouvernement au tout début. Et donc, on est d'autant plus sidéré aujourd'hui de voir que une politique est menée qui tourne le dos résolument à tout cela. Sur le plan écologique, tout récemment, vous avez vu comment Emmanuel Macron n'a pas supporté l'interpellation de Cyril Dion au point de s'en prendre personnellement à lui, alors que très concrètement, Emmanuel Macron ne tient pas les promesses qu'il avait lui-même proféré face à la Convention citoyenne sur le climat. Très concrètement, sur l'accueil, la solidarité et les migrants, nous avons les dispositions les plus sévères qu'il n'y a jamais eu, et les seuls reculs par rapport à ces dispositions ont été obtenus par la lutte des solidaires. Je pense aux amis d'ailleurs, ils ont rallié Emmaüs, Cédric Héroux et la vallée de la Roya, et c'est eux qui ont obtenu le fait que la solidarité rentre comme un symbole constitutionnel, de façon à mettre fin à ce délit de solidarité par rapport à celles et ceux, comme l'a toujours fait Emmaüs. Quand quelqu'un a besoin d'un toit, comme quelqu'un a besoin de manger, on l'accueille. Et d'abord on accueille, d'abord on ouvre sa porte, d'abord on tend la main, et on n'est pas dans l'indifférence. Donc, tout ce paysage, pour en revenir à ta question, se concrétise aujourd'hui et nous sommes encore plus sidérés, et toutes celles et tous ceux qui nous écoutent doivent en prendre conscience, par une attaque sans précédent par rapport à la liberté de dire et le droit de savoir. Tu me demandes qu'est-ce que c'est qu'être éclairé. Être éclairé, ça ne tombe pas d'en haut. Nous sommes tous des autodidactes. Nous avons tous à apprendre de la nouveauté. Il y a des événements inattendus. Regardons la crise sanitaire. On se met à lire, à discuter. Qu'est-ce que c'est que ce virus? Comprendre d'où il vient. Qu'est-ce que c'est qu'une politique de santé publique? Quand est-ce qu'arrivera un vaccin? Est-ce que ça suffira? Bon, on a toujours besoin collectivement d'apprendre, et il n'y a pas de détenteur du savoir par essence. C'est une élaboration collective, le savoir, surtout quand il concerne l'inattendu, l'événement, l'imprévu. Alors, dans ce contexte, la liberté et le pluralisme de la presse et la liberté de commenter, de discuter, de confronter des opinions, ce ne sont pas des droits secondaires. Ce sont les droits principaux, ce sont les droits premiers. Pour être maître de son destin, il faut pouvoir
savoir ce qui est fait en notre nom, il faut pouvoir connaître la réalité et il faut pouvoir en délibérer librement. Je rappelle très souvent, et c'est peu connu, qu'au tout début de la Révolution française, avant la Déclaration des droits de l'homme, qui est de la fin du mois d'août 1789, très précisément le 13 août 1789, il y a eu une proclamation, c'est-à-dire comme une affiche qui a été placardée sur tous les murs de Paris par le maire de Paris, qui était le premier maire de la capitale, qui s'appelait Sylvain Bailly, et qui était aussi le premier président du tiers-État, premier président de l'Assemblée nationale, un honnête homme. Et cette proclamation est la suivante: la publicité est la sauvegarde du peuple. À l'époque, le mot publicité n'a rien à voir avec le commerce et la société de consommation d'aujourd'hui. Ça a à voir avec le fait de rendre public, savoir ce qui nous concerne. Et cette formule va être très populaire. Elle va être affichée sur les murs, reprise par les colporteurs du journaux, être en exergue au début des premiers journaux révolutionnaires. Cette formule, elle veut dire que tout ce qui concerne le peuple doit être public pour que le peuple puisse contrôler ce qui est fait en son nom. Contrôler ce qui nous gouverne, être vigilant. Et il y a un détail qui n'est pas un détail. Dans quel contexte cette formule est née? Et tu le montrais, j'en ai fait un livre parce que j'ai fait une enquête pour comprendre ça. Eh bien, et c'est intéressant parce que ça concerne exactement ce que vous faites. À l'époque, il y a une disette à Paris qui menace. L'hiver a été dur et du coup, la récolte de la denrée première, qui est le pain, avoir des miches de pain pour se nourrir, eh bien, il y a au cœur de l'été, il y a un problème et il y a presque un risque de famine. Et donc, il y a une inquiétude sur le pain. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des spéculateurs. Il y a entre les agriculteurs, les moulins qui s'occupent de faire la farine et les boulangers, eh bien, il y a des spéculations sur le prix, des gens qui gardent les miches au lieu de le donner au peuple. Et donc, cette proclamation, c'est une décision du comité des subsistances qui dit « c'est pas possible de spéculer secrètement entre les différents intermédiaires pour cette denrée vitale ». Et c'est là qu'il est dit « la publicité et la sauvegarde du peuple ». Ça veut dire qu'elle a été prise, cette formule, pas sur une question abstraite de débat d'idées intellectuelles, sur une question vitale, la nourriture, le pain. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et je pourrais prendre un autre exemple. Ça veut dire que pour défendre nos droits sociaux, pour défendre notre droit au logement, notre droit à la santé, notre droit à la dignité, il nous faut ce droit fondamental de pouvoir être informé et de pouvoir en discuter. Et le deuxième exemple, c'est qu'à Paris, quand tu vas à Paris et tu vois la colonne qui est sur la place de la Bastille, tout le monde pense place de la Bastille, prison de la Bastille, colonne pour la place de la Bastille. Eh bien non, cette colonne, c'est les Trois Glorieuses. 27, 28, 29 juillet 1830. À l'époque, il n'y a aucun droit social. Il y a même le travail des enfants. Il y a une misère profonde du peuple travailleur. Et c'est celui des faubourgs, comme on disait, le faubourg Saint-Antoine. Eh bien, sous cette colonne, il y a 500 dépouilles d'ouvriers, d'artisans qui sont morts. Pourquoi? Pour la liberté de la presse. À cause d'ordonnances du roi de l'époque qui avait voulu mettre fin à cette liberté balbutiante. Et donc, ils avaient compris, ces ouvriers, ces artisans, que pour défendre leur droit à conquérir, il n'y avait pas de durée de la journée de travail, il n'y avait pas les journées de repos, tout ça était à conquérir. Eh bien, pour ça, il fallait ces droits fondamentaux, il fallait les défendre, il fallait les protéger. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et je voudrais vraiment alerter tout le monde, c'est que les mobilisations qui ont lieu actuellement, il ne faut pas à distance les voir uniquement à partir de tel ou tel incident qui est mis en exergue. Ce sont des mobilisations très massives
de l'ensemble des défenseurs des droits et des journalistes, des rédactions, même de tous bords, hein, de Mediapart au Figaro, en passant par tous les médias audiovisuels, sur le fait qu'il y a actuellement une atteinte profonde à ce droit de rendre compte. Et pour dire les choses très clairement, en plus, on voit bien que cette virulence qui est en cours a comme origine une peur du peuple. Car sincèrement, dans les 3 dernières années, ce qui moi, restera l'événement le plus douloureux, c'est comment on a traité à la fois politiquement, policièrement et parfois médiatiquement, pas nous, d'autres, le surgissement des Gilets jaunes. Le fait qu'il y ait un peuple, c'était comme le peuple des Trois Glorieuses, comme le peuple de l'été 1789. C'est le peuple tel qu'il est, dans sa diversité, qui à un moment se dit c'est plus possible. Ça part des carburants en l'occurrence, mais derrière c'était la vie chère. Et puis ce symbole des ronds-points, on s'arrête, on se pose, on se rencontre, on se parle. Et donc, il y a eu un surgissement qui est la meilleure nouvelle qui soit quand un peuple commence à essayer de s'occuper de son destin, de discuter et tout. Et là, il y a eu beaucoup de mépris, beaucoup d'humiliation, sans compter les violences illégitimes commises contre des manifestants pacifiques qui ont perdu leurs yeux, perdu leurs mains. Et tout ça, pour moi, est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que cette humiliation, je suis très soucieux parce que je me dis qu'il en reste des traces, qu'il en reste du ressentiment, qu'il en reste de la tristesse, alors qu'il y avait beaucoup de dignité dans ce mouvement qui a été méprisé. Bon, j'ai été un peu long par rapport à ta question, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Très bien, merci. Et j'allais te poser la question, donc c'est bien, parce que tu as pris de l'avant, j'allais te poser la question, effectivement, de nous éclairer un peu sur ce qui est presque... Enfin, tu le dis, hein, c'est une enquête, et on le lit vraiment comme une enquête autour des origines de ce droit de savoir. Et c'est intéressant de le rappeler, de le dire ainsi, c'est le droit de savoir, c'est le droit préalable à tous les autres droits, et ça nous éclaire aussi sur justement qu'est-ce que c'est qu'un citoyen éclairé, un citoyen qui soit acteur de la société, acteur des communs, acteur du monde de demain. Il faut d'abord qu'il soit informé. Mais pour le coup, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Vous n'êtes pas très nombreux, les médias libres, indépendants. Comme tu aimes bien le rappeler, Mediapart, c'est le seul journal ou un des seuls journaux qui n'appartient qu'à ses lecteurs. Si je reprends le slogan de Mediapart, enfin, qui est plus qu'un slogan, vous n'êtes pas très nombreux. On pourra en citer quelques-uns, Politis, Reporter, etc. Après, il y a les médias dominants, si je peux les appeler comme ça, le mainstream. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces médias ne nous éclairent plus et ne fassent pas de nous justement des citoyens acteurs et agissants? Alors, il y a encore, heureusement, dans l'ensemble des autres médias, tel ou tel article, telle ou telle émission qui peuvent être intéressants, etc. Mais le problème, c'est que c'est un écosystème, la démocratie. Et du point de vue des médias en France, la dégradation qui est arrivée et qui est vraiment inquiétante, parce que c'est propre à la France, c'est sur fond de crise liée à la révolution numérique, hein, Internet, les réseaux sociaux, etc., eh bien, c'est la prise en main de l'ensemble, pas une partie, de l'ensemble des médias privés par des actionnaires, des industriels, des propriétaires qui ne sont pas des métiers de l'information, qui ont d'autres intérêts à défendre. CNews, c'est Monsieur Bolloré qui est qui a fait sa fortune en Afrique, qui est dans les ports et qui a un agenda aussi idéologique. Et du coup, il a fait de cette chaîne qui dépend du groupe Canal+, en le rachetant, une chaîne qui met de l'huile sur le feu avec des émissions racistes, virulentes,
insultantes, démagogiques, qui n'élèvent pas le débat. LCI, autre chaîne d'information, c'est la course à l'audience aussi, et c'est le groupe Bouygues, c'est le bâtiment et les travaux publics. BFM, pour continuer sur les chaînes d'infos, c'est Altis Media. En fait, derrière, c'est un opérateur de téléphonie, c'est SFR, avec des intérêts à l'étranger, avec toute une, comment dire, un enrichissement lié, y compris à la façon assez scandaleuse dont les forfaits téléphoniques ont été fixés au début voilà, et ont permis un enrichissement très rapide. Hélas, même des journaux de qualité historique comme Le Monde, Libération, Le Monde fait partie aussi d'un groupe qui dépend d'un industriel de la téléphonie, c'est Free. Libération, c'était jusqu'à il y a peu et de manière très fragile le même groupe SFR. Le Figaro, c'est la famille Dassault et ce sont les ventes d'armes. Je pourrais multiplier les exemples. Dans tous ces médias, il y a d'excellents journalistes. Et il y a des gens qui résistent, et il y a des gens qui essayent de bien faire leur métier, sans aucun doute. Le problème, quand je dis que c'est un écosystème, c'est qu'à partir du moment où il y a une trop forte dépendance avec des intérêts extérieurs à l'intérêt général de l'information, eh bien, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur le fait qu'une nouvelle qui dérange, elle n'est pas mise en première page, elle est mise un peu au fond, elle n'est pas au début du journal télévisé, elle n'est pas mise en scène. Je vais vous en donner un exemple tout simple. La façon dont, par exemple, les affaires de corruption sont traitées par ces médias. Il y a, dans le doute que les citoyennes et les citoyens ont sur la démocratie, il y a l'ampleur de ces affaires et le fait qu'elles sont traitées judiciairement très tardivement et qu'elles ne sont pas suffisamment sanctionnées. Alors que quand on commet un petit délit de droit commun, la justice n'est pas tendre hein, et elle y va très vite. Et tu le sais, en allant dans une maison d'arrêt, on le voit très très bien. Hein, et tout de suite, c'est ce que les prisonniers disent. Ils disent, mais pourquoi il y a une justice à deux vitesses? Pourquoi, etc. Eh bien, nous, on le voit, nous, Mediapart, qui avons mis à l'agenda du pays, par nos révélations, des affaires de corruption énormes, de l'argent détourné, de l'impunité de certains responsables politiques, eh bien, nous voyons combien nos révélations ne sont pas répercutées par ces médias. Elles sont étouffées. Elles sont relativisées, elles sont parfois même dénigrées. Et évidemment que ça démoralise, et évidemment que c'est très malsain. Alors, c'est très simple, comment dire, nous, ce qu'on doit faire, c'est d'abord redonner du courage à tout le monde. Je crois qu'il y a une vertu de l'exemple. Faire un journal indépendant comme Mediapart, ne vivre, comme je dis, c'est la formule, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter, être un journal accessible. Hein. Je rappelle que l'abonnement premier à Mediapart, c'est 5 € par mois ou 50 € par an. Et qu'on peut partager avec autant de personnes que l'on veut un abonnement à Mediapart. Hein, j'allais dire, c'est un abonnement de l'économie sociale et solidaire. Hein. Il n'y a pas de publicité et sincèrement, pour avoir accès à 13 ans de Mediapart, 5 € par mois, voilà, c'est un bon prix. Hein, et ce tarif n'a jamais changé. Vous pouvez, voilà, le prendre et tout ça. Alors, je voudrais quand même dire, quand tu dis comment être conscient et tout ça, moi je crois que l'important, et c'est pour ça que je suis inquiet par les dispositions légales qui sont en train d'être débattues, c'est qu'on ait réellement tous accès à cette information. Si Mediapart n'est qu'une tribu d'Indiens dans un coin, c'est dangereux. Il faut que ce soit un accès massif, il faut que tout le monde puisse partager ça. Et il faut que ça aide à ce que d'autres journalistes résistent. Alors, il y a une très bonne nouvelle quand même, Thierry. Actuellement, dans la bataille actuelle sur les libertés, je l'ai dit tout à l'heure, toutes les sociétés de journalistes sont mobilisées. Toutes sans exception. Donc ça... Voilà, ça redonne du courage, tous les syndicats de journalistes, toutes les associations, etc. Ce qui est scandaleux, c'est que le pouvoir politique reste totalement
sourd alors qu'il a l'unanimité. Je dis bien l'unanimité. Lors de la dernière rencontre avec la ministre, ceux qui nous représentaient, c'était la Société des journalistes du Figaro et de France 2. Donc le service public est un journal dont je soulignais que l'actionnaire avait une activité qui peut être contestable. Mais les rédactions luttent, les rédactions résistent. Ce qui est fou, et là je voudrais ajouter autre chose sur la dimension française. On a un vrai problème français, on en a déjà débattu, et qui est un crève-cœur, qui est pour moi, ça fait tant d'années que je le dis, sous toutes sortes de pouvoirs, et que je le documente. C'est cette monarchie républicaine. Emmanuel Macron a soulevé des espoirs. Autour de toi, comme autour de moi, il y a des gens qui ont voté de bonne foi en se disant « ça va changer, il est jeune, il est ouvert, etc. » Une fois élu, Emmanuel Macron n'a plus rien à faire des soutiens. Il est venu à Mediapart 2 fois pendant la campagne présidentielle et tu t'en souviens, c'était dynamique, il était interpellé, c'était vivant. Et depuis, il est dans une tour d'ivoire. Il pense qu'il a la science infuse, il pense qu'il peut décider à notre place, il pense qu'il peut être un Jupiter d'en haut, et c'est archaïque. Et c'est un piège total. Et cela nous emmène dans le mur. Prenons la crise sanitaire. On peut avoir un type tout seul qui décide qu'est-ce qu'il faut faire. Une politique de santé publique, ça se fait avec la société. C'est pas une guerre, une politique de santé publique, contrairement à ce qu'il a dit. C'est des solidarités, c'est de l'écoute, c'est de la précaution. Tous les épidémiologistes, tous les hospitaliers, les soignants le disent. De la même manière, une crise écologique, l'urgence écologique, c'est pas lui tout seul qui décide qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. On fait des délibérations collectives. Et là, je le crois vraiment, cela nous fragilise et cela nous expose à la tentation d'un pouvoir autoritaire. J'ai été très sidéré de voir que la crise sanitaire est gérée dans le Conseil de la Défense, avec les généraux. Avec les généraux, quelque chose qui est totalement opaque pour parler de notre santé. Mais c'est la guerre. Si on parlait d'une C'est la guerre, a-t-il dit. C'est la guerre, ouais. Mais c'est stupide. Et d'ailleurs, c'est le président allemand qui lui a dit en disant mais face à un virus, la seule guerre, elle est avec nous-mêmes. Est-ce qu'on est en ordre de bataille? Et comme vous savez, on l'a documenté et c'est confirmé par le Sénat cette semaine. Il y a eu un énorme mensonge sur les masques. Il y a eu un énorme mensonge au début de cette crise sanitaire pour cacher une immense faute, c'est-à-dire la destruction des stocks de masques. Et du coup, on en paye le prix, car depuis, ils ont tout déréglé. Et on en paye le prix aujourd'hui. Encore, c'est nous qui payons le prix par le confinement, par les contraintes autoritaires, alors qu'il aurait fallu élaborer très vite une politique face à cette pandémie qui soit, qui fasse confiance au lieu de se méfier comme si on était des gens indisciplinés. Non, on a besoin de confiance. Ils ont rompu la confiance. Et voilà, donc ma réponse à ta question, c'est qui contrôle le capital? Et deuxièmement, je dis souvent, je ne sais pas si c'est un proverbe chinois, ouïghour ou tchétchène, le poisson pourrit par la tête, ou alsacien peut-être, le poisson pourrit par la tête. Et nous avons un problème par le fait de réduire le pouvoir de tous, la volonté populaire, au pouvoir et à l'hubris, le désir personnel d'un seul. Merci. On va essayer de faire des recherches pour voir l'origine de ce proverbe, s'il est effectivement alsacien ou... Il existe peut-être dans plein de langues. Peut-être, oui, tout à fait. Voilà. Tu fais bien de rappeler, c'est hyper important que sur cette question des médias qui sont dirigés, c'est les mêmes personnes en fait, qui portent la même idéologie, si je peux le dire ainsi, et qui nous amènent à ces catastrophes
aujourd'hui, qui est véhiculé à la fois par les financiers, par les grandes entreprises, par les GAFAM, etc., par les politiques pour le coup. Voilà, c'est un peu le même mode de pensée hein, pour le coup. Hein. Et si on doit parler, désolé un peu de rapprochement, mais si on doit parler de séparatisme, c'est là où il y a certainement, on peut parler de séparatisme, mais c'est là certainement qu'il y a un phénomène de séparatisme, de rupture avec la société, avec la société réelle. Et tu fais bien de rappeler aussi, moi je me suis souvent amusé quand j'étais interviewé ou quand je suis interviewé, et quand la personne, le journaliste a le temps, parce que c'est aussi souvent la dictature de l'immédiateté, du coup voilà, les journalistes sont obligés de faire très vite, de faire l'interview, ce que je disais, je vais faire l'interview à l'envers, parce que j'ai des personnes en face de moi. Mais il ne faut pas grand-chose, il suffit de tirer un peu le film pour entendre la souffrance aussi de ces personnes qui ont rêvé de ce métier de journalisme qui est porté par un imaginaire aussi, par une envie de faire savoir justement et de permettre aux gens d'entendre des choses importantes qui les concernent et qui se retrouvent effectivement dans cette situation où le métier tel qu'ils le concevaient est absolument pas celui qu'ils exercent concrètement. Donc il y a plein de gens qui essaient de faire bouger les choses comme dans tous les domaines et qui sont aujourd'hui bloqués, brimés, qui sont en souffrance et il faut les entendre également. Je voudrais juste rebondir, tu as eu entièrement raison d'employer ce terrible mot qu'ils ont mis dans le débat public, le mot de séparatisme. Hein. Il faut rappeler que dans notre histoire française, ce mot avait été employé à 2 occasions dans le passé, soit au temps de la guerre froide, pour les communistes, hein, pour dire que les communistes, c'est des agents de l'étranger, de l'Union soviétique, que donc c'est des mauvais Français, voilà, parce que c'est un mot d'exclusion, ça veut dire tu te sépares. Hein, tu t'auto-exclus. Et puis, l'autre contexte dans lequel ce mot a été employé, c'est face aux peuples que nous avons colonisés et qui ont voulu être maîtres de leur destin face au mouvement d'indépendance. Donc, dans notre société qui est très plurielle, très diverse, et donc riche de cette diversité, mais aussi fragile de cette diversité, si on monte les uns contre les autres, si on attise les haines et les peurs, employer ce mot tout en haut, dire qu'on a un problème de séparatisme, c'est donner comme signal à la société qu'il y a une partie du peuple qui n'est pas du peuple, qu'il faut exclure, qui n'est pas des bons Français, et le désigner comme lui mettre une marque comme ça. Et donc, ce mot est très dangereux, et comme tu le dis, il est d'autant plus dangereux que ceux qui l'emploient et qui le diffusent et qui l'officialisent là, sont ceux qui en effet sont dans un séparatisme social, dans une bulle. Nous le savons tous, jamais les inégalités n'ont eu une telle ampleur. Il y a une petite bulle en haut de gens qui ils vivent pas comme la plupart d'entre nous. C'est même pas la question des classes moyennes ou des classes supérieures. Ce sont des gens, ils ne prennent pas les mêmes transports, ils ne vivent pas dans les mêmes quartiers, ils ne passent pas les vacances au même endroit, ils ne prennent pas même les mêmes avions parce qu'ils peuvent prendre des avions privés et ainsi de suite quand pour ceux qui prennent l'avion. Et là, il y a une forme de dissidence et moi je suis sidéré parce que j'ai vu ça s'aggraver. J'ai 68 ans et je fais ce métier depuis près de 50 ans. Et j'ai vu comment, dans le monde des dirigeants, avec la financiarisation de la société, y compris donc dans le monde politique, là où on pouvait avoir des responsables qui n'avaient pas oublié d'où ils venaient, qui connaissaient encore leur milieu social, etc., j'ai vu comment tout ça a été happé par un monde qui vit dans un tout autre monde et qui ne connaît plus son peuple. Vraiment, le dédain, le mépris social qu'il y a eu à propos des Gilets jaunes renvoyait à ça. Tout de suite, ils ont été vus comme des barbares, comme d'ailleurs sont vus les jeunes des quartiers populaires, sont renvoyés comme si c'était des barbares. Et là, il y a vraiment quelque chose, je le dis comme je le ressens, qui est comme une haine de classe d'en haut.
hein, c'est eux qui sont dans ce refus, voilà, de comment chacun fait son chemin. Parce que je voudrais dire, ils ont ce mot de république, 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 les valeurs républicaines, la république. Mais la république, ça n'existe pas sans adjectif. Il y a eu dans le passé des républiques autoritaires. Il y a eu des républiques inégalitaires, profondément. Il y a eu des républiques violentes, coloniales. Il y a eu des républiques qui ont accompagné du racisme ou de la discrimination. Il y a eu des républiques antisociales. Donc, la République, c'est un mouvement. Et d'ailleurs, il a fallu la catastrophe européenne pour qu'on mette des adjectifs à la République dans la Constitution. Elle est dite, depuis 1945, démocratique et sociale. La République française est démocratique et sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moteur, c'est l'égalité. L'égalité, ce mot qui est au milieu de la devise. Égalité, liberté, égalité, fraternité. Ça veut dire quoi? Que nous naissons libres et égaux en droit et en dignité, sans distinction de conditions, d'origine, de naissance, d'appartenance, d'apparence, de religion, de sexe, de genre, de culture et ainsi de suite. Donc nous avons le droit d'avoir des droits et d'avoir les mêmes droits. C'est un mouvement incessant. C'est ce mouvement qui a permis la conquête de droits sociaux, la conquête des droits au logement, la conquête des droits de l'enfance, la conquête des droits des femmes, la conquête des droits ouvriers, et ainsi de suite, la conquête des droits démocratiques, la conquête des droits par rapport aux discriminations. C'est ça la République. C'est pas un mot vide. Donc quand on nous parle de respecter des valeurs républicaines, mais les valeurs républicaines, c'est d'abord donner de la vie à ces mots-là. Si on n'a pas une politique, quand même, une politique pour que tout le monde ait un toit, engagement du président, que personne ne dorme à la rue l'hiver, que personne ne soit abandonné, la scène indigne de l'expulsion de la place de la République, de gens qui ont fui des misères et qu'on vide comme un sac poubelle, on vide des tentes comme un sac poubelle et on ne leur donne pas de toit. Si on n'a pas le droit à une santé, pas assez de lits d'urgence, les hôpitaux n'ont pas assez de moyens, enfin tout ce que l'on sait, toutes ces questions-là, si on n'a pas assez d'éducateurs, par exemple, prenons même les faits de terrorisme. Prenons les faits terribles qui ont eu lieu, la décapitation du professeur Samuel Paty par ce jeune réfugié tchétchène. Mais il y a 15 ans, pour un policier, il y avait 2 éducateurs de rue. Ça a été fini, ça, les emplois aidés et les éducateurs. On a mis fin à ça. Nous avons révélé que sur les réseaux sociaux, ce réfugié tchétchène, il y avait des signalements qui ont été faits, mais qui ont été perdus dans la masse. En revanche, là où il habitait, un indicateur de rue aurait vu sa radicalisation. Il l'aurait senti, il aurait parlé avec ses copains, il aurait fait remonter ça, hein, comme on dit, les signaux faibles. C'est-à-dire, quand on fait des économies sur la solidarité, quand on fait des économies sur ce qui fait tenir une société, eh bien, on en paye le prix, tous. Et donc, c'est ça une république vivante. Moi, j'ai dit là que actuellement, ces discours que j'entends sur la République, c'est une république sans âme. C'est une république, je dis, c'est comme un arbre déraciné, comme une viande réduite à l'os, comme un poisson dont il ne resterait que l'arête. La République, c'est cette épaisseur-là. Hein, et si on ne fait pas vivre ces idéaux-là, si on les piétine, eh bien, on arrive à quoi? À une République qui est autoritaire. Et c'est ce qui se passe. Une République qui se ramène au fait de désigner, parce que il y a toujours un bouc émissaire principal. Aujourd'hui, ce sont nos compatriotes d'origine, de culture, de croyance, et beaucoup d'entre eux ne sont pas pratiquants musulmans. Hein, tout ce qui est notre histoire. Nous sommes un pays de migration divers, variés. Mais en désignant ce bouc émissaire, en fait, on s'en prend à tout le monde.
Et on s'en prend à tout le monde pour dire à tout le monde, c'est l'image qui a eu lieu, qui était terrible, hein, de cette classe réprimée il y a 2 ans, et on entend le policier alors que tous les enfants sont agenouillés avec les mains croisées sur la tête, et le policier qui filme dit « Voilà une classe qui se tient sage ». Et David Dufresne, qui a documenté les violences policières, en a fait un film, « Un pays qui se tient sage ». Et un pays qui se tient sage, ben, c'est un pays où il n'y a plus cette vitalité démocratique. C'est un pays où on va traquer les mal-pensants, on va traquer les mauvaises pensées, on va traquer ceux qui luttent. Ceux qui luttent, ils sont minoritaires au début. Les droits des femmes, par exemple, au début, c'était des suffragettes qu'on moquait. Quand toute la politique, y compris dans la République, c'était des hommes. Et la moitié de l'humanité n'y avait pas droit. Et elles étaient moquées, et elles étaient réprimées. Eh bien, ça a été une lutte. Elles étaient vues comme minoritaires alors qu'elles sont la moitié plus une de l'humanité. Les ouvriers, quand ils ont commencé leur lutte, ils étaient socialement majoritaires au XIXe siècle, mais ils ont été vus comme une minorité. Et du coup, ce sont des avocats, des médecins qui parlaient à leur place. Puis à un moment, ils ont dit non, on veut parler de nous-mêmes. Et là, vous voyez dans la dissolution récente d'une association qui s'occupait de lutter contre l'islamophobie. On peut discuter des mots. Qu'est-ce que ce mot recouvre? Le fait que des gens soient stigmatisés à raison de leur religion, de leur croyance ou de leur origine. Aucun dirigeant de cette association n'a jamais été condamné par la justice. Ils n'ont jamais été condamnés. On n'a rien à leur reprocher. Alors on les dissout. Pourquoi? On les dissout, en fait, pour empêcher l'auto-organisation. Oui, ce sont des gens qui s'auto-organisaient à partir de leur histoire, à partir de leurs revendications. Ils ne défendaient pas tout le monde, ils défendaient leur histoire. Mais toutes les luttes commencent comme ça. On commence d'abord par défendre sa cause. Et on fait un chemin vers les causes communes. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé autour des discriminations. Regardez sur les violences policières, c'est très fort ce qui s'est passé. Les jeunes des banlieues ont rejoint les gens des Gilets jaunes, qui ont rejoint aussi les jeunes supporters de foot, hein, qui se faisaient arrêter avant un match de foot. Et donc, il y a des causes communes qui construisent les libertés de tous. Et vraiment, l'alerte aujourd'hui, c'est un discours qui dévitalise la République et qui est une République égarée. Ce n'est pas notre République démocratique et sociale, c'est, comme j'aime dire, une République des égarés. Et il faudrait que nous, on s'occupe de lui retrouver le droit chemin. Okay, la République, tu parles de cause commune, la République qui est certainement la communauté de destin telle qu'on en parlait dans l'appel à l'époque en 2017, la communauté de destin qu'on construit ensemble, c'est bien ça notre République. Et c'est nous, citoyens, citoyens engagés, citoyens éclairés, qui le construisons avec tous, avec tout le monde. Effectivement, et c'est cette diversité qui forme cette communauté de destin, et cette diversité qu'il faut entretenir, enrichir, valoriser, etc. Je voudrais juste sur les... Alors, vraiment un petit moment sur les personnes qui sont les plus fragiles aujourd'hui de notre société, qui sont mis au banc de la société, à qui on dit, et c'est ça la première des violences, c'est ce que disait l'abbé Pierre aussi, hein, la première des violences, c'est celle qui dit à un plus grand nombre, il n'y a pas de place pour toi. Je m'occupe de tout, t'inquiète pas, consomme, produit, consomme, et je m'occupe du reste. Sauf que voilà, la société lui dit, il n'y a pas de place pour toi, et puis voilà, puis il y a un certain nombre d'entre eux qui sont indésirables. Sauf que ces personnes-là aussi, on l'a vu aussi pendant le confinement, les gens, on en parlait tout à l'heure, qui ont fabriqué des masques, qui ont fait plein de choses extraordinaires. Pour qu'ils soient réellement des citoyens acteurs, on vient de le dire, des citoyens éclairés, il faut qu'ils aient accès. Et tu l'as dit, le droit de savoir n'a de sens que si elle est accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, le média
parfois privilégié. Hein. Au-delà de, c'est vrai qu'après une journée de travail, quand on est fatigué, on allume sa télévision, on tombe sur, tu les as cités, LCI, BFM, etc. Ou alors, on va chercher l'information soi-même. Si on ne connaît pas Mediapart, pour les quelques-uns qui ne connaissent pas Mediapart, par exemple, on va aller chercher sur les réseaux sociaux. C'est le média auquel on peut accéder le plus facilement et on peut y contribuer aussi. Sauf que les réseaux sociaux sont aussi de plus en plus diabolisés, les fake news, tous ces débats autour de ces questions-là. Alors, j'aimerais avoir un peu ton éclairage et ton regard sur qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut le diaboliser? Est-ce que c'est le règne du n'importe quoi ou du café et du commerce? Ou au contraire, c'est un signe de la vitalité de la démocratie, d'une certaine manière, avec tous les excès que ça peut avoir? Bien sûr, c'est vraiment une question très importante. Je vais te répondre, mais avant, je voulais, par rapport à ce que tu disais, les oubliés, les délaissés, j'ai été très frappé sur le premier confinement qui était plus sévère, de voir deux réalités en Île-de-France, que le département qui était le plus touché, c'est évidemment le département le plus pauvre, c'était la Seine-Saint-Denis, et c'est le département où il y a eu les plus belles initiatives solidaires, des soupes, des soupes populaires, des aides, de la nourriture, les mamans qui préparaient, etc., de toute nationalité, de toute histoire, de toute origine. C'était formidable. Ça n'a pas été valorisé suffisamment, et c'est là, et c'était la société qui s'auto-organisait. Et de la même manière, pendant que dans cette ville qui aujourd'hui est intramuros une ville très bourgeoise, c'était qui venait apporter la nourriture sur des vélos avec des petits sacs? Eh oui. Eh bien, c'est des jeunes qui avaient fait le chemin, traversé l'enfer du désert, de la Méditerranée, des migrants. C'était eux qui étaient là. Et c'est eux qui ont fait vivre ça, alors avec des conditions sociales qui, évidemment, posent plein de problèmes sur comment ils sont exploités, mais en même temps, c'était une aubaine pour eux, avec de débrouillardise, avec du courage, avec de l'inventivité. Et on les voit travailler, s'organiser, etc. Et c'est des jeunes qui luttent pour avoir un destin. Alors, j'ai été très frappé de ça. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, avec le deuxième confinement, l'alerte aujourd'hui, et tu le sais, on a une petite émission de télé maintenant qui s'appelle À l'air libre, tous les jours, et on a reçu la semaine dernière le Secours catholique et la Fondation Abbé Pierre pour en parler. C'est les jeunes. La pauvreté, c'est ça le choc social à venir. Le choc social est immense, mais là, il y a toute une jeunesse qui le prend de plein fouet. Toute une jeunesse, tu le sais, des jeunes étudiants vont à des soupes populaires, ne retournent habiter chez leurs parents, n'ont plus l'emploi qui leur permettait d'être des étudiants salariés, et avec toute une cascade de traumatismes, etc. Il y a toute une jeunesse. Si la jeunesse n'a plus la possibilité d'un horizon et tout, et je suis sidéré d'entendre combien le discours politique officiel ne parle pas à ces jeunes, ne mobilise pas ces jeunes. Alors j'en viens aux réseaux sociaux. Eh bien moi, je ne les diabolise pas. Je pense que c'est la rue numérique, comme on est dans la rue. D'ailleurs, Mediapart, sur notre logo, c'est un crieur de journal. Donc il y a une rue numérique. Comme dans la rue, comme au café, il y a le café du commerce avec quelqu'un qui dit une bêtise, mais il y a à côté le meilleur. On peut avoir accès à de la documentation, à des informations de qualité, on peut se renseigner. Et quant aux fausses nouvelles, les fake news, c'est autant les pouvoirs qui parfois les répandent. Donald Trump en est le plus grand exemple. À une autre époque, il aurait dit que la Terre est plate et que c'est le soleil qui tourne autour d'elle. Donc, c'est pas le peuple qui serait stupide et méchant et haineux. Il y a derrière la diabolisation des réseaux sociaux, il y a aussi un mépris de l'expression autonome du peuple.
nous l'avons documenté dans les campagnes de haine qu'il y a parfois sur Internet, eh bien, on trouve des sortes de systèmes automatiques de certaines formations politiques, de certains groupements qui parlent soi-disant au nom de gens qui se croient très diplômés et très distingués. Je ne crois pas que l'intelligence, ce soit les diplômes. Je crois qu'il y a une intelligence de l'expérience. Il y a une intelligence de l'apprentissage mutuel. Et donc, pour moi, préserver la dimension démocratique et continuer à élever le débat des réseaux sociaux est essentiel. Et c'est là que nous sommes, c'est notre terrain, d'où le fait que cette émission qu'on a fait maintenant qui est une émission pour donner à voir tout ça. Donner à voir le meilleur, c'est une émission en accès libre et qui permet de donner ça. Donc, je prends un exemple. Il y a eu un grand succès sur les réseaux sociaux d'un film, Hold Up, qui est né de la perte de confiance. Comme ils nous ont menti, tout est possible, donc on déconstruit tout. Alors, on peut prendre ce film qui est plein d'erreurs et dire « vous êtes des ignares de croire à ce film. Vous êtes des imbéciles à croire à ce film. » Film qui est très efficace, très bien fait, comme un film d'investigation et tout. Nous, on n'a pas fait ça. On a dit « c'est compréhensible qu'on ait de l'intérêt pour un tel film, puisque le point de départ, c'est ce que j'ai appelé l'impéritie, un vieux mot pour dire combien ils nous ont envoyés dans le mur, ils se sont mal organisés, ils nous ont menti, ils ont rompu la confiance. On a besoin d'avoir confiance dans son médecin, on a besoin d'avoir confiance dans le pouvoir lors d'une crise d'une telle ampleur. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bon, d'accord, alors on va regarder. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un décryptage très précis, une sorte de contre-enquête. Et on a montré qu'il y avait de la contrebande dans Hold Up, qu'il y avait des gens qui étaient présentés soi-disant comme des spécialistes, qui étaient spécialistes de rien du tout, et qui étaient des gens engagés à l'extrême droite, engagés dans des campagnes de haine, qui étaient des gens, y compris des gens qui croient à des choses totalement folles. Notamment, il y a une des personnes qui est connue, mais à l'étranger, pour croire que la Lune est creuse et qu'elle creuse. Et que, voilà. Donc, on a démonté ça. On a dit, voilà, il y a des bonnes questions. Puis, on a montré que le réalisateur était lui-même engagé dans des causes politiques dans le passé. Donc, voilà, il faut pas faire la leçon aux gens. Il faut discuter concrètement à partir des faits. Et les réseaux sociaux permettent ça si on le fait bien. Et c'est bien pour ça qu'il y a, tu vois bien qu'il y a, au fond, toute révolution de la communication, et c'en est une nouvelle, elle crée une grande peur des puissants et des possédants, qui ont peur que du coup le peuple apprenne par lui seul, par lui-même. Et d'ailleurs, très lointain, quand il y a eu l'invention de l'imprimerie, les clercs qui, dans les couvents, les moines, qui, dans les monastères, qui étaient les premiers à savoir lire, ils ont pris peur. Ils ont dit, zut, le peuple va apprendre à lire. Il n'y aura pas que nous à connaître les textes. Et c'est ce qui s'est passé. Et le peuple a fait son chemin. Et ça a donné les idéaux démocratiques et tout. Et donc, c'est un peu la même chose. D'où le fait qu'il y a des figures qui en payent le prix très fort. On parle de la liberté de dire et du droit de savoir. Ayons une pensée pour Julian Assange. Ça fait 10 ans que ce jeune homme qui a commencé comme un hacker, qui s'est dit on va trouver des infos, on va révéler des infos d'intérêt public et ça va mobiliser le peuple. Ça va lui faire comprendre que les rois sont nus, etc. Et ce jeune est aujourd'hui vraiment persécuté. Je pense à Edward Snowden, qui est toujours bloqué à Moscou. Je pense à Chelsea Manning, qui est en prison aux États-Unis. Enfin, voilà, il y a Rui Pinto, qui est un jeune Portugais, et tous ces lanceurs d'alerte qui ont révélé toutes sortes d'informations d'intérêt public, dont toute la presse a profité, et qui aujourd'hui sont persécutés
comme elle était persécutée, je faisais l'allusion au début de l'imprimerie, tu sais, au début, à la Renaissance, les premiers imprimeurs, les premiers qui ont commencé à douter du dogme, les premiers qui ont dit, tiens, il pourrait y avoir des utopies, ceux qui ont dit, mais la science et tout, comme tu sais, à l'époque, alors aujourd'hui, on ne les brûle pas, mais on les brûlait, on les persécutait, c'était l'Inquisition. Et là, il y a quelque chose de cet ordre, y compris, je le rappelle, puisque c'était il y a 2 ans, ce journaliste saoudien qui, pour son propre peuple, faisait son chemin, commençait à se dire avoir une monarchie assise sur le pétrole, et ça concerne l'écologie, c'est pas une bonne chose, faut que nous-mêmes on bouge, et il a été assassiné de façon barbare et dans une très grande indifférence. Donc tout ça, ce sont des enjeux essentiels et voilà, le message, au fond, c'est que certes, l'avenir, on ne sait pas de quoi il est fait et nous n'avons aucune assurance. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne lutte pas, si on ne résiste pas, si on ne se dresse pas comme vous le faites tous les jours et toutes les heures à Emmaüs en vous tenant bon, parce que parfois on a du mal, on a tendance parfois à se dire quand même c'est fatigant, eh bien si on ne le fait pas, ce qui est sûr, c'est que à coup sûr, là il n'y aura pas de futur, il n'y aura pas d'avenir, et en tout cas on ne le maîtrisera pas nous-mêmes. C'est exactement ça. On tient bon. Et puis je crois qu'on est nombreux, une association comme Emmaüs ou d'autres qui font des choses extraordinaires dans tous les domaines. Finalement, c'est rien d'autre. L'association, c'est un statut juridique et c'est une idée aussi qui vient 18e, 19e siècle, principalement 19e siècle. Le droit des associations, le droit de se réunir, et tu le citais tout à l'heure, et de construire ensemble, mais finalement on n'est rien d'autre que des citoyens justement qui essayons et qui essayent de s'éclairer et puis d'essayer d'agir sur la société pour effectivement construire quelque chose ensemble. Tu as rappelé le premier confinement en particulier où des choses extraordinaires se sont faites. On a vu quoi pendant ce premier confinement? On avait besoin de papier toilette et de pâtes dans un premier temps. Mais surtout, ça c'est pour la caricature, mais surtout, on avait besoin de lien social et on avait besoin de faire des choses ensemble. Et ce sont effectivement dans les quartiers populaires, c'est les personnes les plus exclues qui se sont organisées. On citait tout à l'heure l'exemple, nous en détention, ce sont des personnes détenues qui se sont portées volontaires pour fabriquer des masques, qui sont venus nous voir en disant nous on a envie de faire quelque chose. Et pour le coup, on fabriquait des masques incroyable. Pour des institutions étatiques ou des administrations qui n'avaient pas de masques, qui sont venus voir Emmaüs pour dire est-ce que vous avez des masques à nous filer? Bah oui, on en a parce que des personnes détenues en ont fabriqué. Du coup, ça va être pour vous. Parce que le gouvernement n'a pas été capable de fournir des masques, y compris à ses agents. Je crois qu'on me fait signe, ça va être la fin. Juste une dernière question. C'est sur les territoires que ça se fait et aussi les citoyens se regroupent sur les territoires pour essayer de développer des initiatives, des alternatives, etc. On l'a vu, on a besoin de cette alliance entre ceux qui essaient de faire avancer ce droit de savoir pour que nous aussi on ait et que tous aient cette capacité d'analyse, de compréhension. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et en particulier sur les territoires et localement, parce qu'on a aussi besoin localement d'avoir des informations libres. J'ai vu que pour ce qui concerne Strasbourg, il y a eu rapprochement Mediapart et rue 89 Strasbourg. Je vais leur faire un peu de publicité aussi pour le coup. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Alors, nous, ce qu'on fait, nous, Mediapart, c'est surtout pas de se dire depuis Paris que Mediapart va essaimer, donner la leçon et tout. Ce qu'on fait, c'est que chaque fois que l'opportunité s'est présentée, on tend la main à des projets de médias indépendants sur les territoires, soit par des partenariats éditoriaux, soit quand ils le demandent. Et donc, ça a été le cas là avec des amis de rue 89 Strasbourg. On est rentré au Capital, mais pour aider. On ne fait pas un groupe de presse. Et donc, on a aujourd'hui un réseau de plus d'une dizaine avec Mediapart, de médias indépendants en région.
c'est rue 89 Strasbourg. C'est Médiacité qui est dans 4 grandes villes, Lyon, Lille, Toulouse et Nantes. C'est Mars Actu qui est à Marseille, c'est le Doc qui est à Montpellier, c'est le Poulpe qui est à Rouen, c'est Guya Web qui est en Guyane, c'est également c'est en construction Far West qui est en Aquitaine. Et donc, on fait un réseau comme ça, et c'est le Bondi Blog qui est aussi qui est né il y a 15 ans des émeutes de 2005 et qui est un partenaire de Mediapart. Donc, d'abord aider, puisque nous, c'est une réussite grâce au soutien de nos lecteurs, eh bien, on doit, de cette réussite, faire profiter les autres et s'entraider et être solidaires et coopératifs. L'autre chose que nous faisons, comme tu sais, on est maintenant, Mediapart, il n'y a plus d'actionnaires, c'est ce qu'on appelle une société à but non lucratif qui contrôle Mediapart, un fonds pour une presse libre, et ce fonds auquel on peut donner, hein, comme c'est un fonds d'intérêt public et les dons ont 66% de la somme peut être retirée des impôts. Ce fonds aide des projets de médias indépendants. Hein, il a décidé d'aider Far West dont je parlais, un projet de médias sur le Moyen-Orient qui s'appelle Orient 21 et un autre qui est tout récent fait par des jeunes migrants qui s'appelle Getty News pour changer le regard sur les migrants. Et enfin, troisièmement, je dis souvent le virtuel, c'est du réel. Comme je te l'ai dit, et je regrette vraiment de ne pas pouvoir être là, je pense que tout ce dont on vient de débattre, ce serait formidable d'organiser, soit en virtuel, soit en réel, si on se déconfine, au fond, une tournée de débats, de rencontres autour de ça. Cette idée que ce qui est moi mon métier, je ne le fais pas parce qu'il y aurait un corporatisme, un privilège des journalistes. Je pense que ce métier, il est au cœur de ce qui fait l'âme d'Emmaüs. Aller vers l'autre, aller vers l'autre. On ne se trouve soi-même qu'en allant vers l'autre. Et cette vérité profonde de toutes les grandes sagesses et de toutes les grandes spiritualités, pour moi, et de tous les grands combats fraternels, elle est au cœur de la responsabilité qui est la nôtre. Et donc, moi, je suis totalement disposé à ce que dans cette période où à nouveau des débats électoraux vont arriver et tout, eh bien, parlons de l'essentiel. Et dans cet essentiel, il y a populariser notre connaissance de la crise écologique. Parce que pendant que nous parlons de tout ça, comme tu sais, les températures n'ont jamais été aussi élevées, même s'il fait froid actuellement cet automne, et la banquise et les pôles n'ont jamais autant fondu. Et donc, les conséquences de tout ça, pour à nouveau les plus démunis, la solidarité entre nations, entre peuples, toutes les questions que ça pose, c'est des questions qu'on doit partager, sur lesquelles on doit échanger. Voilà, un journal, c'est une université populaire. Voilà, pour moi, je suis disponible pour tout ça, comme vous le souhaitez et quand vous le souhaitez. Eh bien, figure-toi que c'est pas tombé dans l'oreille de sourds, je pense, et je le dis au pluriel. Je crois que le Media Lab et Radio en Construction qui organise ces soirées a bien entendu la proposition, parce que là aussi il s'agit d'un média local, indépendant, qui essaye justement de valoriser ces initiatives citoyennes. Emmaüs Mundo, on a ce projet, tu as cité, alors là pour le coup l'université populaire, on a cet objectif d'ici la fin de l'année 2021, on va être dans des nouveaux locaux, de développer quelque chose qui s'appellerait l'université populaire de la transition écologique et solidaire. Eh bien, Edoui, alors là, vraiment, on a dépassé l'heure. Mais là, quand même, sur un média libre, on a le droit de dépasser l'heure. Il n'y a pas de page de pub derrière, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on peut y aller. Non, il y a des musiciens qui veulent jouer. Attends, et puis, voilà. Et les artistes, voilà, aujourd'hui, ils en prennent quand même plein la figure. On va s'arrêter là. Rendez-vous est pris pour les suites. On va continuer à aborder ces sujets ensemble. Et puis,
à rester pour le coup. En tout cas, merci. Merci. Et merci à toi. Bon, tenez bon. On va rester on va garder cette radicalité humaniste et solidaire, qui nous est chère. Merci, Edoui. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup, Edoui Plenel, d'avoir été avec nous, même virtuellement, et on espère que la prochaine fois, ça sera en présentiel, comme on dit. Merci. Thierry Kuhn. On donne d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain entretien d'Emmaüs, le 4e, ça sera vendredi prochain, même heure, même endroit, et vous recevrez Cédric Héroux.